Avec la chaîne Laboli, on a participé au mois de décembre à 2 jours de conférences qui étaient vraiment impressionnantes sur l'IA et sur le software, sur les API. C'est un sommet qui regroupe plusieurs sommets. On va voir dans cette vidéo tout ce que ça avait d'intéressant et on va voir en fait, ce que moi j'en ai tiré. Je vais vous partager des takeaways, de conférences que j'ai suivies. On commence tout de suite. Je vous montre rapidement le programme de la Gen AI Conference qui a eu lieu en décembre 2025. Donc c'était au CNIT à Paris. Et ici, vous voyez l'amphi principal. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme conférence rapidement? Donc si on se met ici sur le premier jour, on avait énormément de conférences. Vous voyez sur le côté, ici beaucoup de choses. Les tracks ici, donc 22 tracks. C'est, les différents sujets, en fait, les différents domaines sur lesquels il y avait des conférences. Donc, vous voyez, là, c'est pas le nombre de conférences totales, c'est le nombre de sujets, des conférences, donc 22. Ici, donc on avait énormément de choses, hein. Quand on passe tout ça, bam, 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 bam. Il y a des moments où en fait, donc là, par exemple, dans l'après-midi, vous aviez sur la track, une dizaine de conférences en parallèle. Donc il y avait pas mal de FOMO sur: «OK, bon, je choisis ça, mais je vais louper ça». Donc les différents éléments que je vous partage dans cette vidéo, c'est une vue partielle, on va dire, hein, de la conférence. Et je vous donne les takeaways, que j'ai eus sur, les conférences auxquelles j'ai assisté. Si on descend ici, bam, 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 vous voyez, les différents sponsors. Donc on avait du Google, on avait Nvidia, donc vraiment il y avait plein, plein de monde, mecs avec qui, on est en partenariat sur la chaîne. Scaleway, Capgemini, Converteo, Devoteam, vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et ça se ressentait dans les conférences, hein. On avait, tout type de profils dans les speakers et également, des profils de aussi bien de boîtes du CAC 40 que, de personnes, du consulting IA. Voilà, c'était vraiment super intéressant. Donc au final, on a choisi donc les conférences pour la journée. Ça fait un programme assez dense. Les conférences, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles font au maximum 30 minutes. Avec, des petits moments de pause. Donc en général, les conférences, le timing était assez respecté, ce qui permettait de passer d'une salle à l'autre, d'avoir le temps de passer d'une salle à l'autre. Il y a 5 minutes de battement en général, pour pouvoir, basculer sur une nouvelle conférence. Cette édition 2025, elle était assez dingue en termes de valeur partagée. On a vu, les plus grosses entreprises du secteur IA sur la scène principale. Il y avait la branche IA de Google, on a vu Mistral, hein, le LLM européen, on a vu Gradium, le spin-off de Qtile qui est à la pointe de la voie IA. On a vu également Hugging Face, l'hébergeur de modèles IA au niveau mondial. Et on avait aussi des pointures, donc j'ai pu assister à des conférences notamment sur, en e-commerce, e-commerce et IA avec, Miracle et avec, l'agence Eskimos qui nous ont livré des pépites sur ce qui se passe en ce moment entre IA et e-commerce. On a eu aussi, la joie de voir des institutionnels comme BNP, BPCE, Worldline ou encore Ingenico nous parler, de leur utilisation de l'IA en interne dans les entreprises. Voilà, donc une très belle édition 2025. Si ça vous intéresse maintenant d'assister à l'édition 2026, alors écoutez bien la suite de la vidéo parce que j'ai un bon plan pour vous. On arrive au moment intéressant. Ici, je vais vous présenter les 7 takeaways. Je vais partager avec vous, donc ces 7 takeaways qui sont tirés de 48 heures de sommet Generation AI. Donc ces takeaways, en fait, c'est lorsque j'ai suivi les ateliers, les conférences, les présentations, se sont dégagées en fait des tendances, des aha moments, donc des choses que j'ai vraiment réalisées en suivant ça.
ou alors, des mots nouveaux que je ne connaissais pas forcément et que j'ai notés, voilà, et qui sont importants en fait dans le domaine de l'IA, des automatisations et des techno web, et c'est des mots, voilà, tendance du marché, mais qui portent du sens derrière. Le premier takeaway, on va le découvrir tout de suite. Alors, le premier takeaway, il s'agit de la voix IA et de quelque chose de vraiment très particulier que j'ai découvert là-bas, qui s'appelle la low latency négative. Alors, ça s'est passé en fait sur la scène principale du salon. Donc c'est le gros amphi de plusieurs centaines de places. Donc il y avait une entreprise qui était là, quelqu'un qui représentait l'entreprise Gradium. Gradium, c'est une entreprise, au mois de décembre là, elle avait, quelques semaines d'existence seulement. C'est une entreprise, en fait, c'est un spin-off, de Qtile. Alors vous connaissez peut-être, Qtile, on en a parlé un petit peu sur la chaîne dans le cadre de Sésame et Maya. Donc Sésame et Maya, c'est une boîte, américaine, donc en l'occurrence Sésame, qui fait un chatbot, vocal qui est hyper bien et qui utilise en partie une technologie issue de Qtile et de Moshi. Donc tout ça pour vous dire que Gradium, en fait, c'est une boîte française, donc ça c'est cool. Ils sont hyper calés sur la voix IA et sur, une voix IA qui est hyper réactive. Alors je vous mets quelques photos, hein, que j'ai faites durant la conférence. En fait, ils se positionnent vraiment comme, des concurrents et une alternative à des Eleven Labs ou à des OpenAI sur la partie, voix, et donc ils ont vraiment développé une technologie, ça sort des laboratoires de recherche, hein, mais ils sont en train d'industrialiser ça pour les entreprises. Ils ont vraiment une technologie de génération de voix IA et de compréhension en fait de la conversation entre un humain et une IA, qui permet d'avoir des coûts qui sont hyper, faibles par rapport à la concurrence. Donc en fait, ils ont un rapport qualité-prix qui est dingue, et ils sont bien partis pour, révolutionner le marché au niveau mondial de la voix sur IA. Alors qu'est-ce que c'est que la low latency négative? En fait, c'est ça, c'est la voix IA te coupe la parole, donc en fait tu parles, à ce chatbot IA, il il te coupe la parole en fait, car il a déjà capté ce que tu es en train de lui demander, et donc il te coupe la parole pour te répondre. Donc c'est ça qu'on appelle, la low latency, négative. L'IA en fait est trop forte et elle interagit, donc c'est ce qui peut arriver, hein, dans les conversations entre humains, et donc là ça donne un aspect, humain, voire surhumain de l'IA quand tu converses avec elle. Donc la partie techno, unique, comme on le disait, ça rend, Gradium beaucoup moins cher que Eleven Labs et OpenAI, donc 4 à 5 fois moins cher, hein, en dollars par heure. C'est quelque chose d'assez dingue. Les use cases typiquement en fait, ils ont branché leur truc sur de la vision et de l'analyse, d'une partie de jeux vidéo en e-sport, et le truc en fait, commente, limite mieux que des commentateurs de e-sport. C'est-à-dire qu'ils sont hyper, accurate, pour, voilà, pour, commenter et pour, hem, comment dire? Adapter les commentaires aux changements, du jeu, à l'imprévisibilité en fait, d'un jeu comme un jeu de e-sport. Voilà, donc c'était une, conf super intéressante, avec, donc Gradium qui est ce spin-off de Qtile, dont vous allez beaucoup entendre parler normalement dans les mois qui viennent. On passe au takeaway numéro 2, les mâchoires du croco. Mais qu'est-ce donc que ceci? Alors les mâchoires du croco, je vous montre tout de suite, ce que c'est. Alors si certains d'entre vous font de l'édition de sites web, ils connaissent certainement. Heu, on zoome ici, les mâchoires du croco, c'est ça en fait. Alors la personne de cette conférence l'a pas nommé comme ça, mais c'est comme ça qu'ils le nomment en fait, aux États-Unis. C'est quelque chose qui concerne, les moteurs de recherche et l'arrivée de l'IA dans les moteurs de recherche. Donc, où est-ce qu'on est ici? On est dans une salle de conférence,
dans laquelle on a le cofondateur d'une société qui s'appelle Eskimos, qui nous a fait une super conférence en fait sur les moteurs de recherche et l'arrivée de la generative AI et donc dans les generative engine optimization, donc le GEO qu'on voit ici en fait, c'est comment optimiser son référencement dans les LLM en gros. Et c'est le pendant de ce qui existait sur de ce qui existe toujours hein, sur ce qu'on appelle le SEO, donc euh, on va dire optimiser son référencement dans les moteurs de recherche, donc dans les search engines. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on voit quand on branche un site internet à une Google Search Console et qu'on regarde en fait quelles sont les courbes d'impression de notre site versus les courbes de clics sur notre site par rapport aux résultats de recherche de Google. Et ce qu'on voit, et ce qu'ils appellent aux US la mâchoire du crocodile, c'est qu'à partir de l'arrivée du mode AI dans Google, dans le moteur de recherche, eh bien en fait on a des sites qui sont toujours très présents dans les résultats de recherche, mais les gens ne cliquent plus en fait. Pourquoi? Parce que vous avez le petit résumé de l'IA qui résume en fait tout ce qui va bien par rapport à ce que vous recherchiez. Et donc du coup, on a des courbes de clics qui baissent, des courbes d'impression qui montent, et cette sensation-là de mâchoire du crocodile qui s'ouvre, alors qu'avant, tout était correctement corrélé. Voilà, donc c'était une tendance sur laquelle ils ont pas mal appuyé la société Eskimos là-dessus. Et en fait, ils avaient beaucoup d'insights, de choses à partager sur l'IA et les moteurs de recherche et les LLM. C'était une conf super intéressante. Alors, ces petites mâchoires du croco nous amènent finalement à plusieurs réflexions très générales sur l'IA. Et donc, on tire ça notamment également d'une autre conférence qui a été faite par Miracle sur la société, donc sur la partie agent IA et e-commerce. Donc, je vais on va plonger là-dedans. Donc, déjà, ce qu'on peut voir par rapport à l'AI Overview dans le moteur de recherche Google, c'est que les trois quarts des AI Overview se déclenchent sur du hors marque. C'est-à-dire que Google, dont le cœur de métier, c'est de faire de la pub pour ses annonceurs et de bien les placer dans les résultats des moteurs de recherche, donc de bien les placer en publicité, hein, les parties sponsorisées, vous savez que vous avez quand vous faites des recherches dans les moteurs de recherche. Bah voilà, il ne va pas tuer sa source de revenus. Donc les AI Overview dans les pays où l'AI Overview est activé, ça ne ressort pas en général sur des recherches de marques. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que la France est un des derniers pays au niveau monde à ne pas avoir l'AI Overview. Alors peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, l'AI Overview est arrivé, mais en tout cas en décembre, ce n'était pas encore le cas. Et donc il faut savoir que c'est activé actuellement dans le moteur de recherche Google dans 200 pays, et donc pour des milliards de requêtes par jour. On va revenir tout à l'heure à le lien de Google sur la partie search, mais sur la partie IA. Mais ce qui était intéressant de voir lors des conférences, c'est qu'il y a des actions à faire en fait si vous détenez des sites internet ou si vous êtes éditeur de sites. Il y a des actions à mettre en place pour se préparer à l'arrivée en France de l'AI Overview et pour ressortir finalement, pour que vos sites, vos contenus, votre marque ressortent dans les LLM. Donc parmi les 5 actions qui ont été partagées, il y a notamment le fait de faire du contenu, donc de faire des pages web chunkables. Donc en gros, ça veut dire c'est résumable facilement et vous avez des morceaux qui sont relativement autonomes.
pour être consommés par les crawlers des LLM et voilà, pour pouvoir bien les alimenter, pour pouvoir bien ressortir, sur ces, moteurs, là. Vous avez donc ce qui existe depuis longtemps en SEO, le EEAT, donc la trust, l'autorité, l'expertise, l'expérience, donc avoir des contenus en fait qui sont, basés, là-dessus, qui ont de solides fondations sur, ces éléments-là pour, pouvoir, bien ressortir également dans les LLM. La vitesse de votre site internet, donc ça j'avais bien aimé, ça a été partagé durant une des confs. Les crawlers de LLM n'ont pas le temps. Ah, ils ont vraiment pas le temps. Ils bouffent, des tonnes et des tonnes de données. Et donc voilà, il faut que ça aille vite, quand ils viennent sur votre site pour le crawler, il faut que ça réponde, vite parce que sinon ils perdent de leur temps. Et également les données structurées optimisées, donc ça va un petit peu avec, ce qu'il y avait, juste avant. Donc le côté, chunkable, hein, donc des données structurées qui disent, bah, par exemple sur cette page il y a, une FAQ ou, il y a, le test d'un logiciel. Tout ça, c'est des choses qui sont standardisées maintenant au niveau d'internet et au-delà de ce qui peut apparaître sur votre page, au niveau HTML, vous avez des choses qui sont embarquées, qui peuvent être embarquées sur vos pages et ça, les LLM, les crawlers de LLM en sont super friands et donc mettez des données structurées optimisées. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein, du JSON LD qui respecte du schema.org et ça, certains disaient: «C'est un peu de la cocaïne pour les, LLM». Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez ressortir correctement dans les moteurs de recherche. Hem, le lien maintenant, Google, le search et l'IA. Ce qui a été partagé durant des conférences, c'est que, Google, là, est en train d'exploser en termes d'IA, c'est-à-dire est en train de rafler la mise. Il y a 2-3 ans, Google se faisait un petit peu moquer sur l'IA, par, ses démos, qui avaient été un peu bancales, mais maintenant ils sont en train de tout défoncer. Donc quelques points, DeepMind, hein, donc qui fait partie maintenant de Google, c'est eux qui ont inventé le T de ChatGPT. Donc c'est le T, c'est pour les transformers, donc c'est, quelque chose qui permet, bah, toute la partie des LLM, hein, qu'on connaît aujourd'hui. Google, en termes de nombre d'utilisateurs, il a 9 applis qui ont plus d'1 milliard d'utilisateurs. Donc en termes de données pour faire l'apprentissage, des LLM et des modèles IA, c'est le top. Ils sont autonomes parce qu'ils ont leur propre, mmh, GPU pour faire tourner les réseaux de neurones. Ils sont autonomes parce qu'ils ont leur propre cloud, Google, Cloud Platform et ils ont sorti Gemini, 3 et Veo 3 qui sont à fin 2025, le top du top, les best in class. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il y a les points principaux qui ont été partagés. Ce qu'on peut noter aussi, donc notamment dans la super conf de Miracle qui a été, partagée, c'est la partie, toujours moins de user interface et plus d'API, pour les agents. C'est-à-dire les agents, que ce soit les crawlers comme on disait, tout à l'heure, avec les données structurées ou, les agents qui, bah, effectivement vont alimenter les LLM. C'est important pour les sites, donc là on était orienté, e-commerce. C'est important pour les sites de, e-commerce d'être vraiment prêts à partager leurs données aux agents pour, ressortir correctement. Puisqu'on va avoir, de moins en moins en fait d'humains qui vont, sur les sites internet et de plus en plus de shopper agents, qui sont missionnés par les humains pour aller, comparer des prix, pour aller chercher, le bon truc au bon endroit, et finalement, les user interface auront de moins en moins en fait de choses et par contre les API seront de plus en plus importantes. Donc voilà ce qui a été, partagé sur la partie, on va dire, search et AI et web et e-commerce. Alors le takeaway numéro 3, il est assez court, vous allez voir, c'est
comment améliorer son logiciel avec le dog fooding. Donc, comme je vous disais, il y a un lexique, les conférences arrivent avec des lexiques, des fois des mots qu'on ne connaît pas. Donc le dog fooding dans le cadre, d'un logiciel, ça va nous permettre de compléter, les évaluations du type test offline ou golden dataset. Donc ça, c'est des pratiques de Q&A, donc de quality assurance test qui sont souvent utilisées. Mais également, voilà, ici, on a le dogfooding qui est introduit. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été présenté dans le cadre d'une conférence par Hostinger, donc qui était vraiment intéressante. Donc faire du dogfooding pour améliorer son produit, c'est en fait utiliser ses salariés comme premier vrai utilisateur des produits de notre boîte avant le lancement en externe. Donc en général, le dog fooding, on le fait sur des versions alpha ou bêta de notre logiciel. Et donc c'est effectivement utilisé avant de le diffuser à plus large échelle, donc avant qu'il sorte de l'entreprise. Donc voilà, si vous entendez ce terme-là, dog fooding, et que vous ne connaissiez pas, maintenant vous connaissez. On passe maintenant au takeaway numéro 4. Alors là, il s'agit des ordres de grandeur dans les modèles IA et dans les tokens d'entraînement. Alors, on ne va pas rentrer ici en fait dans tous les différents modèles IA en tant que tels. On va par contre parler de ça, de size in billions and trillions, parce que ce sont deux ordres de grandeur qui sont vraiment très utilisés pour les modèles IA. Pour les modèles IA, on parle de billions en général, et pour les tokens d'entraînement, on parle de trillions. Alors attention, ces grands chiffres-là sont trompeurs, parce que entre le moment où on parle français ou anglais, déjà on n'utilise pas les mêmes termes, donc c'est pour ça ici que je commence bien par size in. Donc là, on est vraiment sur de l'anglais, et en plus, il existe au monde 2 systèmes de dénomination des grands nombres, échelle courte, échelle longue. Ça ajoute au au fait que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc ici, dans cette vidéo, de toute façon, on va parler en anglais. Donc 1 billion, ça correspond à 1 milliard, donc à 10 puissance 9, et 1 trillion, ça correspond à 1000 milliards, donc à 10 puissance 12. Donc un truc pour se rappeler de ça, donc en décembre 2025, hein, ça a été annoncé, Elon Musk, serait, peut-être bientôt le prochain trillionnaire. Alors, il faut le dire en anglais du coup, the first ever trillionaire with avec une valeur, de 749 milliards. Voilà, et donc en français, ça se dit Elon Musk est proche d'être billionnaire. Donc vous voyez le la galère quand on passe de l'anglais au français sur, les grands nombres. Bon, tout ça pour dire que, en fait, ce qui m'a, assez frappé au cours de différentes conférences, donc notamment des conférences qui étaient données par, alors on le voit ici en bas, par, Mistral, par Hugging Face, par, OpenLLM ou par Gradium. Donc à chaque fois, effectivement, ils se, raccrochent, hem, donc à 2 choses, donc 2 ordres de grandeur pour leur modèle large de langage ou pour leur, réseau de neurones. On va parler en fait de nombre de paramètres dans le modèle, et on va parler de nombre de tokens pour l'entraînement de ce modèle. Et en fait, quelque chose qui m'avait pas forcément frappé avant, c'est qu'on parle souvent en tant qu'utilisateur de logiciels IA, de nombre de tokens qu'on va pouvoir utiliser en tant qu'utilisateur de ChatGPT ou de tout autre, SaaS ou logiciel, IA, mensuellement pour utiliser le modèle. Mais on n'a pas forcément en tête en tant qu'utilisateur, qu'il y a une notion de token pour entraîner le modèle, et en gros, pour faire simple, les paramètres du modèle, c'est le nombre, de
potentiomètres, on va dire, qu'il y a dans un réseau de neurones pour chaque, neurone du réseau de neurones, et les tokens d'entraînement, c'est ce qu'on va donner en entrée du modèle pour pouvoir ajuster, ces potentiomètres, et pour faire que, quand on donne une entrée au réseau de neurones, on a en sortie quelque chose qui correspond à ce qu'on attendait, et donc on va donner les entrées, les sorties avec un dataset au modèle IA. Ce dataset va comporter un certain nombre de tokens, et donc le modèle IA va apprendre en ajustant ses paramètres, donc tous ces potentiomètres, de manière à pouvoir, ensuite, quand on lui présente une entrée qu'il ne connaît pas, il va pouvoir prédire, la sortie, et donc nous dire, bah, par exemple, «Cette image que tu viens de me donner, que je ne connaissais pas, elle contient un chat», par exemple, voilà. Donc ça, c'est la sortie qu'il va nous donner. Tout ça pour dire que, ici, les ordres de grandeur, donc on parle souvent d'un modèle in, billions parameters, entraîné avec avec quelques, trillions de tokens. Voilà, donc en général, ici, je vous ai mis quelques éléments qui viennent des différentes conférences. Donc vous voyez un modèle, alors on abrège, hein, par, B et T, un modèle de 3B qui a été entraîné avec, 11 T de tokens. Voilà, donc on avait, Llama ici en 2023, en 2024. Vous voyez les ordres de grandeur ici, et Mistral, vous voyez également des ordres de grandeur ici. Dans ce takeaway numéro 5, on va parler des agents IA aux poches pleines. Alors c'est une manière de parler, des wallets et des moyens de paiement, qui arrivent pour les agents, et qui vont permettre, aux agents qui permettent déjà aux agents, de gagner en autonomie pour pouvoir, gérer du agent to agent sur des ordres qui sont donnés par des humains, et qui vont permettre, aux agents, d'échanger entre eux pour rendre le service à l'humain. Alors, je vous montre ce qu'on a vu. Il y a vraiment 2 conférences, dans le sommet IA, qui ont été, super intéressantes sur le sujet. Je vous montre ça tout de suite. Le premier point, c'est une conférence qui a été donnée par Miracle, et donc qui nous parlait de l'agentic commerce, et donc des cas d'usage, de l'agentic commerce. Donc en gros, ici, vous avez une frise sur laquelle on voit, donc le passé, on va dire. La manière dont ça fonctionnait avant, on avait le client qui déroulait son parcours, chez le marchand et sur le site, web. Depuis l'arrivée des LLM, on est maintenant sur un client qui va faire sa partie découverte et comparaison de produits, et de services en ligne directement dans les LLM. La recherche sur le site, du marchand voilà, perd en intensité, et donc maintenant on part là-dessus, et donc aujourd'hui on est ici, donc AI Agent, qui donc support purchase directly in the chat interface. Donc on est maintenant capable dans les LLM de pouvoir, lancer directement son achat, sans même avoir besoin d'aller sur le site, du, marchand, du vendeur. Et donc les étapes qui nous attendent, c'est, l'autonomie, donc les IA, agents qui vont pouvoir gérer, l'achat directement avec un minimum de input humaine, et ensuite, et c'est là que le paiement et les wallets vont être, intéressants pour gérer du agent to agent, c'est cette étape-là avec, maintenant l'humain qui donne son ordre et les agents qui trade entre eux, pour rendre le service. Donc ce point-là, c'est, quelque chose, qui est directement, hein, de 2025, issu du Boston, Consulting, Group, sur, la partie, paiement. Donc voilà, donc c'était, super intéressant dans cette conférence-là, et ça fait le lien avec la conférence suivante, qui est une conférence qui m'a bluffé, donc par cette personne-là, sur l'agentic commerce,
et AI Executing Business Transactions. Donc c'est, les sociétés en question, c'est Superface et ArcPay AI. Et donc un des points, c'était ça, c'était on a aujourd'hui, l'humain qui donne ses commandes, l'AI qui fait la tâche et l'humain qui approuve. Demain, on aura l'humain qui donne ses objectifs et l'IA qui fait tout. Alors je dis demain, mais c'est déjà le cas, hein. Donc ça, c'était la vue, générale. Et ici, quand on regarde, quand on s'intéresse à comment faire ça agent, à agent, eh bien aujourd'hui, on a déjà des protocoles qui existent. Donc, X402, AP2, et vous voyez ici, les noms des, institutions, des sociétés qui, soutiennent ça. Donc là, on n'est plus sur le côté Web3 crypto avec Coinbase et un protocole, qui, permet, voilà, qui est par une des personnes principales de une des entités principales de la crypto Web3. Et ici, on est sur des protocoles agent to agent payment avec du Mastercard, du PayPal, du Adyen et du, Google. Donc voilà, des gros, du paiement. Donc ce qui a été déroulé dans cette conférence-là ensuite, c'est, tout ce qui va concerner, donc le agent to agent B2B commerce. Et donc je vous invite, hein, on va pas le faire ici dans cette vidéo, mais à aller regarder ce site-là. Si vous voulez que je fasse un cours, dédié sur, cette partie-là, parce qu'il y avait des choses vraiment, bluffantes dans cette conférence-là, laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. Donc on a vu, hein, l'importance du agent to agent. On le voit dans les différentes annonces, puisque le shopping dans les LLM, on a vu beaucoup de partenariats, hein, ces derniers mois fleurir. Donc Shop Like a Pro with Perplexity, Buy It with ChatGPT. Perplexity a sélectionné PayPal pour faire son, agentic, commerce. Il y a des partenariats donc, avec Stripe sur, les chats, pour faire de l'agentic AI. On a OpenAI et PayPal, Stripe et des processeurs de paiement, qui, donc, se rejoignent pour, l'instant checkout, donc pour faire de l'e-commerce directement dans, ChatGPT. Voilà, donc on a toutes ces annonces-là. Et en parallèle, on a ça, donc on l'a vu, tout à l'heure, hein, sur les slides, on a ces protocoles qui nous permettent de faire, du commerce agentique. Donc en plus, on a celui-ci, hein, donc ACP par OpenAI et Stripe. Et puis on a donc, donc avec ArcPay qu'on a vu, les protocoles qui permettent de faire directement, des échanges agent à agent avec de la crypto et des stablecoins comme l'USDT par exemple, détenus par les agents qui ont les poches pleines pour faire des transactions. Et j'en viens à mon dernier point, c'est que lors de ces conférences-là, on se dit: «Bah oui, c'est logique». En fait, on est un petit peu dans un monde, wallet autonome versus les clés API. Si vous faites du SaaS API, si vous faites de l'automatisation, vous savez qu'avec un Make ou avec un N8N, quand vous ajoutez des, agents IA à vos, workflows, à vos orchestrations, bah, vous êtes toujours un peu obligé de mettre, les clés API de, bah, j'appelle, Claude, j'appelle, Gemini, j'appelle, ChatGPT d'OpenAI pour faire tel ou tel truc. Bah, je vais mettre mes clés API parce que, sur ce SaaS IA, j'ai ma ACB, qui est là et c'est elle qui me permet, d'utiliser token après token, ces LLM ou, les SaaS, qui sont au-dessus de ces LLM et qui vont wrapper, les LLM ou, les IA. Donc on passe finalement un peu, c'est ce que j'ai réalisé lors de ces conférences-là, on passe, un peu du mode, clé API, dans les automatisations, à un mode wallet autonome qui va être attaché à notre agent auquel on demande de faire des choses et notre agent va finalement converser en ligne avec d'autres agents. Alors avec les plafonds et les planchers qu'on donne, hein, pour, les objectifs qu'on fixe. Mais voilà, et on va avoir de la transaction qui va se passer d'agent à agent.
Le takeaway numéro 6, c'est le principe de l'ablation en machine learning. Alors, il nous vient d'une conférence de Hugging Face, qui nous a donné cette conférence sur la scène principale. Je vous montre ça. On est ici sur la scène principale avec la personne de Hugging Face qui nous parle de ça, qui nous parle de, à gauche ici en vert, ce qu'on voit dans les papiers de recherche qui sont publiés sur, les, recherches sur, l'IA, le machine learning. Donc en gros, quelque chose qui présente bien et qui paraît assez simple. Et à droite, ici, c'est la réalité, qu'est-ce qui se passe avant que ces recherches soient publiées. Donc, on voit, c'est assez marrant, hein, on voit ici des debuggings jusqu'à 2 heures du matin. On voit ici, du bruit lors des évaluations, donc, lors, des, tests des modèles ou des datasets. On voit ici du vibe testing, on voit ici donc, le hardware, monitoring, donc tout ce qui va être, infrastructure, le fait de cleaner les datasets. Et ici, on retrouve, 2 fois le terme ablation, donc, plus de 100 ablations et ici le coût de l'ablation. Donc, on avance un petit peu dans la conférence. On va voir tout à l'heure, hein, ce que c'est, vraiment que les ablations. On avance dans la conférence et donc, ici, ce qu'on voit dans la conférence, c'est pourquoi entraîner, quoi, entraîner, sur quoi, baser l'entraînement et comment faire cet entraînement. Donc si on regarde ici le, heu, what to train, en général donc dans l'IA, on va, les tests qu'on va mener, on va tester donc l'architecture, on va tester la taille du modèle, on va tester le, dataset, donc en faisant plusieurs, datasets. Assistant type, ça, j'ai pas forcément en tête, ce que c'était, mais ici running ablations, donc on va procéder à des ablations lors des tests et on va voir, tout à l'heure, tout de suite, à quoi ça correspond. Comment, entraîner? Donc en mettant à disposition une infrastructure, en ayant, un framework de test et voilà, vous voyez, on a plusieurs, éléments, ici. Mais ce qui est important ici, c'est running ablation. On, pratique des ablations lors de l'entraînement. On avance un peu dans la conf. Ici, on tombe sur, le Small LM, 3. Donc ça, c'est le modèle, un des modèles de Hugging Face. On retrouve ici donc a 3 billion model trained on 11 trillion tokens. Rappelez-vous ce qu'on a vu un petit peu avant, dans un des précédents takeaways de la vidéo. Voilà et donc ici, ce qu'a fait la personne, c'est qu'elle a, donc utilisé le pas à pas de ce modèle. Donc ici, on voit, hein, le model summary, comment l'utiliser, les évaluations. Donc ça, c'est des choses qui sont disponibles en ligne et donc évaluation et trainings et limitations, c'est là où on va retrouver l'utilisation de l'ablation. Donc voilà, donc elle est rentrée un peu dans les détails et avec le what to train, on a parlé effectivement d'avoir une, baseline de, tests et procéder à des ablations dans cette baseline. Donc en gros, c'est, vous partez avec, une, ligne, stable dans le modèle et dans le dataset et vous procédez à des ablations et vous regardez les résultats. Voilà, on passe pas plus de temps sur, les slides et on regarde, qu'est-ce que c'est qu'une ablation? Donc en machine learning, une ablation, ça consiste à retirer, à désactiver ou à modifier une partie d'un modèle ou d'un pipeline, donc, puis mesurer l'impact sur les performances. Donc en l'occurrence, si je veux faire simple, vous avez un réseau de neurones, vous enlevez une partie de ce réseau de neurones et vous rejouez votre dataset et vous regardez quels sont les résultats, de ce dataset. Est-ce que c'est cohérent, pas cohérent? Et en fonction de cette réponse-là et après avoir joué plusieurs datasets, donc
plusieurs fois et regarder donc les résultats plusieurs fois. Vous définissez, ce que vous avez enlevé, l'ablation que vous avez faite, quel est, son, impact. Donc c'est ce qu'on voit ici, hein. L'objectif n'est pas d'améliorer directement le score, du modèle, mais de comprendre ce qui contribue réellement aux performances. On répond donc à des questions du type, est-ce que, cette feature, qu'on a enlevée était vraiment utile? Ce module du modèle, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose? Cette étape du pipeline ou du dataset est-elle, indispensable? Et donc en gros, ce que je viens d'enlever, qui était peut-être complexe, est-ce que cette complexité que j'avais ajoutée, elle est justifiée ou pas? Et donc pour finir sur cette, partie ablation, si on veut modéliser un petit peu le truc, voilà à quoi ça ressemble en langage mathématique, on va dire. Donc vous avez le modèle complet M, vous avez M exposant moins I qui est le modèle auquel on a retiré le composant I et vous avez, la fonction, métrique, donc d'évaluation du modèle et ce qu'on va mesurer en fait c'est le delta, entre donc la performance on va dire, du modèle, qui porte l'ablation et le modèle qui ne porte pas l'ablation. Et en fonction du résultat, on va avoir 3 résultats. Si le delta est grand, on va juger que le composant qu'on a enlevé est critique. Si le delta est faible ou nul, on va juger qu'il est inutile finalement. Et on a un troisième cas et donc ça c'est intéressant, si le delta est négatif, on va, considérer que le composant qu'on a enlevé est nuisible. Et donc ce que nous partageait, la personne sur scène, c'est que oui, ce sont des choses qui arrivent souvent. Le dernier takeaway, numéro 7, c'est quelque chose qui nous a permis de briser la glace entre humains avec de l'IA. Alors ça s'est passé sur le village IA avec un jeu qui, regroupe, des Lego, un smartphone et Google, IA. C'était un moment de détente et de networking, avec beaucoup de fun. Je vous explique ça en images. Ça se joue de 2 à 4 personnes. Vous avez donc une instruction qui vous est donnée par l'IA et l'instruction, c'est de construire en 90 secondes quelque chose. Donc là, en l'occurrence, nous, on avait à construire un manoir avec, donc des pièces de Lego en 90 secondes, donc c'est vraiment très, très court. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a, chacun un smartphone qui filme le plateau où on est en train de construire et à la fin des 90 secondes, en fait, on va être jugé par l'IA. Elle va juger les 4 compétiteurs qui étaient en train de construire quelque chose et elle va, décerner, la première place à celui qui a le mieux, selon elle, construit, ce qu'il y avait à construire. Donc nous, en l'occurrence, là, c'était un manoir à construire, mais d'autres compétiteurs avant avaient à construire, soit un building, soit un hélicoptère. Donc voilà, à chaque fois, c'est varié. Et donc voilà, donc c'était assez marrant, donc chacun est parti sur ses stratégies, moi j'étais parti sur une stratégie où j'essayais de respecter des couleurs, dans les tons marrons, de mettre des fenêtres et de monter les murs, un maximum, que je pouvais en 90 secondes. Et ce qui est dingue, c'est que l'IA en fait, elle a, donc du coup, attribué le premier prix, à mon manoir. Et en fait, elle a vraiment ressorti ce que moi, j'avais enfin ma stratégie quoi. Donc, elle a dit, voilà, enfin je vous mettrai à l'écran. Elle a dit, le cohérence des couleurs, suffisamment de murs et puis, ça ressemble, à un manoir donc voilà, c'était assez intéressant et donc, c'est quelque chose qui est tout simple, qui met en œuvre l'IA et qui peut, être, très, sympa en fait comme, icebreaker ou, comme, team building, activité de team building et typiquement, c'était sur le stand de Google, sur le village IA. On a vraiment, discuté après avec, les personnes, avec qui, on a joué, donc c'est aussi un bon icebreaker, sur les salons. Avant de parler de la surprise, récapitulons ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc les 7 takeaways du salon Summit Generation AI. On avait le takeaway numéro 1, la voix IA, low latency négative. Le numéro 2, les mâchoires du croco. Le numéro 3, améliore ton logiciel avec le dogfooding.
ordre de grandeur, paramètres de modèle IA et token d'entraînement pour le takeaway numéro 4. Le numéro 5, les agents IA aux poches pleines. Le numéro 6, le principe de l'ablation en machine learning. Et le numéro 7, du fun, briser la glace entre humains avec l'IA. J'en viens maintenant à la surprise. Ce sommet Generation AI 2025 sera évidemment suivi d'un 2026 en décembre 2026. Et cette année, j'étais invité au salon et j'ai pu offrir des invitations supplémentaires. Donc l'année prochaine, si j'ai toujours ce filon, j'offrirai une invitation à un inscrit de la newsletter Laboli. C'est une, le prix, hein, pour les 2 jours est de 999 €, donc c'est assez, voilà, c'est assez sympa comme cadeau. Une raison donc supplémentaire de nous rejoindre, vous trouvez le lien d'inscription en description de la vidéo et en description de la chaîne. Vous apprenez sur la newsletter Laboli tout ce qu'il y a de bien sur les logiciels en ligne, le web, l'IA et les automatisations. C'est gratuit. Alors rejoignez-nous et j'ai d'autres takeaways également sur ce salon IA. Vous les découvrez en avant-première en rejoignant la newsletter. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Salut.